C'était en plein coup d'État de l'armée égyptienne l'été dernier pour destituer le président Mohamed Morsi. Élu un an plus tôt, le général de police Amer s'exprimait dans les colonnes du journal Le Monde. Nous sommes 90 millions d'Égyptiens, il n'y a que 3 millions de frères musulmans. Il nous faut 6 mois pour les emprisonner ou les liquider tous, ce n'est pas un problème. 10 mois plus tard donc, et alors que le gouvernement en place est toujours transitoire, armée et justice égyptienne ont la main lourde. En témoignent une nouvelle fois ces 683 condamnations à mort prononcées lundi à l'encontre de militants des frères musulmans, à leur instauration d'une dictature militaire, retour à l'ordre ancien, plus de 3 ans après le renversement d'Hosni Moubarak. De nombreuses questions à démêler avec vous. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur à Sciences Po, où vous dirigez toujours la chaire Moyen-Orient, Méditerranée. Non, vous ne la dirigez plus. Mais vous revenez tout juste d'Égypte et c'est pour... Vous avez également publié, vous avez une actualité éditoriale, Passion française, Les Voix des cités, publié chez Gallimard, dont nous dirons un mot, mais nous voulions profiter de votre récent voyage en Égypte pour témoigner de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu sur place. Gilles Kepel, à défaut de leur mettre un visage, est-ce qu'on peut au moins saisir des personnalités derrière certains de ces 683 condamnés à mort? Est-ce qu'ils sont tous des pro-Morsi, des proches des frères musulmans? La personnalité la plus frappante de l'ensemble des condamnés les récents, c'est Mohamed Badi, qui est le guide suprême des frères musulmans égyptiens et qui, du reste, a demandé à ses codétenus et à ses sympathisants de se cotiser pour lui acheter l'habit rouge que portent en détention les condamnés à mort qui vont être exécutés en Égypte. Alors, dans cette affaire, la question qui se pose, c'est la question de l'usage politique de la justice, puisque dans la réalité, il est fort peu probable que les condamnés seront exécutés. Et on connaît d'autres systèmes dans lesquels ça s'est produit. Au Maroc, de Hassan II, par exemple, il y avait de très nombreux condamnés à mort dans les geôles de Kénitra, de Salé, etc. Pardon. Qui n'ont jamais été exécutés. Et dont les peines sont commuées en prison à vie, oui, en général. Oui, ou qui ont ensuite été libérés quand Mohamed VI est arrivé au pouvoir. Et donc là, je crois qu'il s'agit pour l'essentiel, pour le gouvernement transitoire égyptien actuel, et dans l'attente de l'élection les 26 et 27 mai présidentielle, dont tout le monde pense qu'elle amènera le maréchal Sissi au pouvoir. Il s'agit de mener une campagne d'intimidation très forte contre les frères musulmans et d'indiquer qu'il n'y aura pas de retour en arrière, quitte à négocier ultérieurement. C'est ce qu'a toujours fait l'État égyptien en réalité, puisque la politique de répression très forte avec les frères, contre les frères, en réalité, s'accommode aussi d'une négociation avec eux. En Égypte, l'État-providence s'est complètement effondré, j'en reviens, vous l'avez dit, 90 millions d'habitants, 95, dit-on aujourd'hui même, 1 million de plus d'Égyptiens tous les 9 mois, une toute petite surface agricole. Quand on arrive au Caire, chaque année, on voit davantage les habitations gagnées sur les terres agricoles, des problèmes économiques terribles, et au fond, les frères musulmans, depuis un peu moins de 80 ans de ce point de vue-là, ont assuré une sorte de remplacement des défaillances de l'État égyptien. Et en ce sens, si vous voulez, le système leur avait donné l'éducation, les services sociaux, etc., à condition qu'ils ne fassent pas de politique. Il y a un moment où, avec l'effondrement de l'ère Moubarak et les problèmes internes du pouvoir, ils ont souhaité capitaliser sur toute cette dimension sociale pour conquérir le pouvoir politique. Là, ils sont cassés. Pour l'instant, je pense qu'une fois que M. Sissi sera élu président, ils vont trouver des modes d'accommodement pour remettre un deal politique en place sous une autre forme. Mais d'ailleurs, à l'époque où il avait été nommé par Hosni Moubarak ministre de la Défense, le général Sissi avait été critiqué pour sa volonté de coopérer avec les frères musulmans à l'époque. En fait, il n'avait pas été nommé par Moubarak, non, c'est Morsi qui avait... oui, pardon. C'est Mohamed Morsi qui avait... pris le général Sissi comme ministre de la Défense. Le général Sissi a été, maréchal même, a été formé aux États-Unis.
comme presque tout l'establishment militaire égyptien, où ces examinateurs notaient qu'il faisait des copies disant que l'islam est la solution, etc. Donc il avait été repéré par les Américains comme l'homme de liaison entre les frères musulmans et l'appareil militaire. Et lorsque il a occupé un poste clé, c'est-à-dire il était le militaire le plus élevé qui avait le contact avec les frères dans la présidence Morsi, beaucoup de gens pensaient qu'il serait l'homme qui frériserait l'armée. Et un basculement s'est produit, probablement à la fin de 2012. Et au contraire, c'est celui qui a, de l'intérieur, détruit le pouvoir de Morsi. Et Morsi, d'ailleurs, n'en avait pas du tout l'idée. Il lui a fait confiance jusqu'à la dernière minute, quasiment. Alors, si vous le voulez bien, insistons un petit peu peut-être sur ces 683 condamnations à mort prononcées lundi. Vous me disiez tout à l'heure que la plupart de ces condamnés sont en fuite aujourd'hui. Une très grande partie, oui. Il y a quelques dizaines de personnes qui sont effectivement incarcérées. Et ces condamnations, d'une certaine manière, n'ont rien de nouveau, puisque le même juge, du reste, à Migneh. Migneh est une ville qui est d'à peu près 250 km au sud du Caire, dans laquelle il y a encore une importante minorité copte chrétienne, comme dans la plupart des villes de Haute-Égypte. Et donc il y a eu, après la dispersion violente des sit-ins des frères musulmans à l'été 2013 au Caire, dans deux grandes places du Caire, qui sont la place Rabia al-Adawiya et la place Narda, qui sont des places de classe moyenne et d'université, qui montraient un peu où se passaient les conflits pour le pouvoir à ce moment-là et dans quelle classe sociale. Il y a eu des manifestations de protestation, et en particulier à Migneh, où un commissariat a été attaqué et des églises coptes ont été brûlées. Et donc, c'est ça qui a fourni l'occasion de ces procès. Un policier tué. Voilà, un policier tué. Et il y a eu donc, d'ores et déjà, il y a quelques semaines, des centaines de condamnations à mort. 529 personnes condamnées pour un policier tué. Voilà. Et le juge qui a prononcé ces condamnations, quand il a prononcé de nouvelles condamnations, a commué la plupart des précédentes en prison, en gardant un certain nombre. Donc, si vous voulez, malheureusement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La question que ça pose, c'est qu'en principe, la justice est fondée, je parle sous le contrôle de Madame Eliachef, est fondée sur l'individuation des peines. Or, là, ce qui donne le sentiment qui est donné, c'est qu'il ne s'agit pas d'individuation des peines, il s'agit d'une condamnation à la louche, et qui sont d'autant plus surprenantes que ensuite, une semaine plus tard, celles-ci sont commuées et transformées. Donc on a un usage qui est complètement politique de l'appareil judiciaire. Mais alors ce qu'il faut remarquer, et c'est ce qui m'a beaucoup frappé en Égypte, un peu d'une certaine manière comme ce qu'on a vu en Algérie avec la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, c'est que même si les intellectuels et les militants condamnent ces jugements expéditifs ou ces élections qui sont gagnées d'avance d'une certaine manière, aujourd'hui, il me semble qu'on peut le déplorer, qu'il y a une sorte, pour l'instant, ça va peut-être se transformer, ça va peut-être changer, mais il y a une sorte de consensus dans la société qui dit, au fond, pas de souci. C'est un consensus ou c'est de l'indifférence, d'après vous ? Je crois que ça vient aussi dans quelque chose qu'il faut analyser plus en profondeur, qui est, ça fait 3 ans de révolution arabe maintenant, un sentiment de lassitude, de découragement, de déprime des révolutionnaires qui ont l'impression que, au fond, ce qu'ils ont voulu faire a été récupéré, a été trahi, d'abord par les frères, puis ensuite par les militaires, par le retour d'une certaine manière à une sorte de case départ. Tout ça pour ça, avec en même temps une dégradation considérable du niveau de vie. L'Égypte vit plus que jamais sous perfusion financière de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Koweït. Et donc, il y a cette espèce de lassitude, les différents idéaux que les uns ou les autres ont pu avoir, finalement, n'ont pas passé l'épreuve des faits. Il y a ce sentiment qui fait que aujourd'hui en Égypte, vous trouverez des individus qui sont partagés entre la lâche satisfaction, le désespoir, la résignation et un certain nombre de résistants. Maintenant, il est évident que les frères
ne seront pas détruits par une simple mesure de ce type-là. Ils ont 80 ans d'ancienneté, ils ont été habitués à la répression pour l'essentiel de leur existence. Alors un écho parmi d'autres de ce qui se dit sur place, alors un écho engagé, un écho d'intellectuel, donc pas représentatif, comme vous le disiez à l'instant Gilles Kepel, mais on avait envie de savoir ce qu'en disait le blogueur, chroniqueur, éditeur et artiste égyptien Alam Ouassef, joint par téléphone au Caire par Antoine Beauchamp. La peine de mort est perçue en Égypte comme une chose possible. Il n'y a pas une culture étendue d'être contre la peine de mort, comme en France par exemple. Je me souviens par exemple que beaucoup souhaitaient que Moubarak soit condamné à mort, d'accord ? Il y avait même des poupées de Moubarak qui étaient accrochées au lampadaire où il était pendu. Donc je pense que, en tout cas, ce qu'on peut glaner comme ça en interrogeant des gens dans la rue, ils ne sont pas forcément opposés à la peine de mort. Mais on parle beaucoup de chiffres et de centaines et de trucs. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de faire des calculs un peu d'épicier, alors que l'arbre qui cache la forêt, ces chiffres sont l'arbre qui cache la forêt. La forêt, qu'il faut regarder, c'est cet appareil judiciaire qui n'en est pas un. À un moment où on a créé une constitution, que tout le monde a applaudi, etc., l'indépendance des juges, l'indépendance du machin, etc. Or, cette constitution ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Donc, c'est un document sans aucune valeur. C'est ça que je voudrais qu'on voit, la réalité devant nos yeux, derrière ces centaines de noms, c'est qu'il n'y a pas d'appareil judiciaire en Égypte, il n'y a pas de médias en Égypte. Il y a simplement un régime qui, en fait, décide de tout. Alam Ouassef, éditeur égyptien joint par Antoine Beauchamp, Gilles Kepel, une justice égyptienne de plus en plus politisée, vous en parliez. D'ailleurs, où en sont toutes les procédures qui avaient été amorcées à l'encontre des forces de sécurité et de ces policiers qui avaient tiré sur la foule et tué plus de 700 Égyptiens l'an dernier, donc du côté du pouvoir cette fois? Un certain nombre ont été condamnés, mais beaucoup sont en train d'être classés. Et il faut voir aussi que l'Égypte a ce paradoxe qu'elle a 2 présidents en prison. L'un, Moubarak, qui est élu dans dont les conditions de détention considérablement assouplies. L'autre, Morsi, qui lui était démocratiquement élu, on peut dire aussi démocratiquement renversé, ça c'est un débat ou non, et qui lui est dans des conditions bien sûr de détention beaucoup plus dures. Le procès d'Hosni Moubarak traîne un peu d'ailleurs. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des gens qui étaient autour de Moubarak sont de nouveau dans les cercles du pouvoir. Sont un ancien ministre des Affaires étrangères et autres, le chef de cabinet, le chef directeur de la campagne de Morsi, tout ça. Donc on a quand même le sentiment qu'il y a un retour à l'avant 2011. Et en même temps, la question, c'est de savoir dans quelle mesure, et ce que beaucoup d'Égyptiens se demandent, dans quelle mesure est-ce que Morsi peut gouverner, Sisi, décidément, Sisi, oui, excusez-moi, peut gouverner comme si la révolution n'avait pas eu lieu. Et ça semble apparemment impossible, c'est rationnellement impossible, mais au fond, et c'est ce que vous disiez, Alam Ouassef, tout à l'heure, il y a au fond, la peine de mort fait partie de la culture, etc. Et même de cela, vous voyez, après une semaine à rencontrer beaucoup de monde au Caire, je n'en suis plus complètement convaincu. Le retour, est-ce qu'il s'agit d'un retour de l'État policier, Gilles Kepel, ou est-ce qu'il n'a jamais vraiment changé pendant la parenthèse des frères musulmans ? Il y a eu, pendant la période qui a précédé l'élection de Morsi, c'est-à-dire après la chute de Moubarak et pendant cette espèce de période d'utopie révolutionnaire où les Égyptiens respectaient les feux rouges, où les gens s'entendaient. Enfin, il y a eu quelque chose, de tous ceux qui racontent ça, il y a eu quelques semaines là où on a cru qu'on vivait une sorte de société réconciliée et d'utopie. Et à ce moment-là, la police a très largement disparu. Et elle a été montrée au doigt comme le symbole du mal, etc. Et beaucoup de ceux qui sortent des geôles en ce moment, ou qui connaissent des gens qui y sont, donnent le sentiment que la police se venge. Elle est de nouveau au centre et elle se venge de sa marginalisation
pendant les premiers mois de la Révolution. Gilles Kepel, le retour de l'Ancien Régime, les prochaines élections, la position ambiguë des États-Unis et de l'Union européenne, on en parle si vous le voulez bien. Après le journal de 8h, il vous faudra comme chaque matin vous soumettre à la question, celle de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Julie. Et ce matin, donc quelle question vous vouliez poser à Gilles Kepel ? Une question concernant les élections présidentielles des 26 et 27 mai en Égypte. Les frères musulmans sont en prison et face à cette échéance électorale dont ils sont donc exclus, que vont-ils faire ? Est-ce qu'ils vont boycotter ces élections ou est-ce qu'ils vont soutenir Hamdine Sabahi, le concurrent du maréchal al-Sisi, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour eux de participer d'une manière ou d'une autre à ces élections présidentielles ? Voilà, Gilles Kepel, reprenons Brice Couturier. À 8h15, vous évoquiez tout à l'heure les enjeux de l'élection présidentielle en Égypte des 26 et 27 mai prochains. Oui Julie, face au retour de la main lourde en Égypte, les Occidentaux paraissent bien embarrassés. Les États-Unis qui avaient soutenu le printemps arabe en Égypte et encouragé le régime de Mohamed Morsi ont coupé partiellement leur aide financière aux militaires depuis le coup d'État de juillet dernier. Ils promettent de la leur restituer dans son intégralité, cette aide, à la condition que le régime prenne des mesures pour soutenir la transition démocratique. John Kerry avait déclaré un peu rapidement que les militaires étaient, je cite, en train de restaurer la démocratie après que les frères musulmans aient volé la révolution. Apparemment, la présidence Obama est sur une ligne beaucoup plus dure. En tout cas, après ce qu'on vient d'entendre lors de la première partie de cette émission, en ce qui concerne les progrès vers la démocratie, avec vous, Gilles Kepel, on est assez loin du compte et c'est un euphémisme. Alors, à l'annonce des verdicts frappant les 700 partisans de Morsi, la porte-parole du département d'État américain a en effet déclaré, je cite, que les États-Unis étaient choqués par des sentences qui défient la logique. Mais si les Américains sont des bailleurs de fonds, ils ne sont pas les seuls bailleurs de fonds de l'Égypte. Les Saoudiens, qui avaient critiqué le lâchage de Hosni Moubarak par Obama en 2011, ont volé au secours du régime du maréchal al-Sisi aussitôt que Morsi a été renversé. Afin de compenser le retrait partiel de l'aide financière américaine, l'Arabie saoudite a annoncé dès juillet une aide financière immédiate au Caire de 12 milliards, cofinancée par les Émirats arabes unis et le Koweït. Plus récemment, le pays a encore bénéficié des mêmes généreux donateurs d'une rallonge de 8 milliards de dollars. Alors, à la différence de l'aide américaine, celle des pétromonarchies du Golfe n'est soumise à aucune condition. Les progrès vers la démocratie ne sont pas au menu. Plus étonnant, les propos du prince Saoud Ben Faisal, ministre des Affaires étrangères saoudien, selon lesquels il aurait convaincu François Hollande de faire preuve de la même compréhension envers l'Égypte. Mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais avoir des éclaircissements. Pourquoi le Qatar, lui, de son côté, a-t-il massivement investi dans les printemps arabes, favorisant notamment les frères musulmans, tandis que l'Arabie saoudite, qui est un régime pourtant réputé salafiste, préfère de son côté les militaires qui mettent les islamistes en prison. Alors les Saoudiens, en tout cas, semblent redouter un effondrement économique de l'Égypte. Les réserves de change du Caire sont de l'ordre de 16 milliards de dollars, juste au-dessus du seuil critique qui permet au pays de tenir 3 mois. La dette publique est équivalente à 89% du PIB et nombre d'observateurs mettent en garde contre le risque de défaut de l'État égyptien. Une aide alimentaire occidentale serait alors nécessaire. Il faudrait peut-être y penser. Les élections présidentielles, vous le disiez tout à l'heure, Julie, auront lieu les 26 et 27 mai. 2 candidats réellement sont en lice. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, l'auteur du coup d'État qui a renversé le gouvernement des frères musulmans, et Hamdine Sabahi. Ce dernier avait créé la surprise aux élections de 2012 en remportant 21% des voix face à un Mohamed Morsi qui en fait n'avait obtenu que 24,3%. Alors Sabahi, ce nassérien, laïque, socialisant, a-t-il une chance sérieuse de l'emporter ou bien n'est-il que le faire-valoir d'Al-Sisi ? Autre question que je posais tout à l'heure. Comment vont se comporter les partisans des frères musulmans, qui ne sont pas tous en prison, face à cette échéance électorale dont ils sont exclus ? Est-ce qu'ils vont boycotter ? Est-ce qu'ils vont tenter d'empêcher le déroulement du scrutin ? Ou est-ce qu'ils vont finalement voter pour le laïc nassérien Sabahi, ce qui serait quand même paradoxal ? Brice Couturier, merci. Brice Couturier a évoqué plusieurs questions dans sa chronique et demande des éclaircissements. Gilles Kepel, vous allez, avec Claude Guibal, nous aider à y voir plus clair, notamment sur la position de plusieurs alliés ou ennemis de l'Égypte, notamment celle des États-Unis, qui d'un côté dénonce la vague de condamnation à mort et de l'autre débloque cette aide militaire, comme le disait Brice Couturier, qu'elle avait levée l'été dernier en réaction au renversement meurtrier. Je crois que ça représente 1,3 milliard d'euros.
Gilles Kepel. Oui, alors en fait, il y a beaucoup de questions posées par Brice Couturier dans son examen, donc je vais essayer d'y répondre petit à petit. Pour ce qui est de la manière dont les frères vont voter, cela supposerait qu'il y ait encore aujourd'hui en Égypte un appareil des frères structuré, capable d'être obéi par les troupes et de donner des consignes de vote qui seront exécutées. Je crois qu'on a du mal à le savoir pour l'instant, mais qu'il y a bien sûr beaucoup qui sont en exil, que la capacité des frères à se faire obéir par la masse des sympathisants aujourd'hui est certainement mise en question dans la mesure où ceux qui dirigeaient les frères ont fait des erreurs politiques qui ont abouti à leur démolition, si vous voulez. Donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait aujourd'hui, à part un certain nombre de groupes qui se livrent à des actes de violence sporadiques dans les commissariats. Quand j'étais au Caire la semaine dernière, on entendait la nuit de temps en temps des coups de feu, même dans le quartier chic de Zamalek, qu'il y ait la capacité véritable de mobiliser pour les urnes, comme cela avait été le cas notamment avec les législatives de 2012 et 2013, vous voyez, ou l'élection de Morsi. Donc c'est très difficile de répondre. Est-ce qu'ils peuvent empêcher ces élections de se tenir ? Non, les élections vont se tenir et le maréchal Sissi va gagner, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Qui vote pour Sabari, ça m'étonnerait dans la mesure où le sentiment dominant dans le milieu frériste, c'est que ces élections sont illégitimes et sont une mascarade. Donc on ne va pas voter pour Sabari dans la mesure où eux-mêmes considèrent que leur président légitime, c'est Morsi. Et donc, voilà, en termes logiques, c'est ainsi. Il était arrivé quand même 3e lors de l'élection présidentielle en 2012, 20% des voix. Oui, c'est vrai, mais enfin... c'est une caution. Voilà, mais il considère, dans l'esprit des frères, il considère que le président élu, c'est Morsi, point. Donc il ne s'agit pas de... Pour revenir sur ce que vous avez dit, paradoxalement, vous avez mentionné que les Saoudiens, eux, ne donnaient pas de conditions à leur aide. Si, ils en mettent une, que les frères musulmans soient éliminés, si vous voulez. Alors pourquoi des salafistes luttent-ils contre les frères musulmans et pourquoi le Qatar... Claude Guibal. Parce que les islamistes, ce n'est pas une chose homogène. Vous parlez de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Chacun peut avoir de ces deux pays des islamistes dans le collimateur qui ne sont pas les mêmes, comme pourrait l'expliquer Gilles Kepel. L'Arabie Saoudite a, et depuis longtemps, un problème avec les frères musulmans, pas avec les salafistes qu'elle contribue, entre guillemets, à exporter. Quel produit, oui. Voilà. Et c'est effectivement aujourd'hui très frappant. Moi, aujourd'hui, quand j'entends dire l'Égypte lutte contre l'islamisme, non, l'Égypte actuelle lutte contre les frères musulmans, mais pas contre l'islamisme. Les salafistes qui y sont alliés. J'étais à Alexandrie la semaine dernière, où j'ai longuement... interviewé le vice-président du parti Al-Nour, le parti salafiste, qui était conseiller politique de Morsi, qui a quitté Morsi en février et qui maintenant est l'un des soutiens du régime du gouvernement Sissi, si vous voulez. Et il faut bien voir ce que disait Claude Guibal à l'instant, vous avez une rupture très forte parce que à l'occasion des printemps arabes, comme on les appelait autrefois, des révolutions arabes, si tant est que ce soit encore des révolutions rétrospectives, les Saoudiens ont eu très peur et ont considéré que ça allait mettre en échec les fondements de leur pouvoir, qui est un pouvoir qui éprouve de grosses difficultés internes aujourd'hui, avec une transition dynastique qui se fait de manière très difficile. Et de l'autre côté, les Qataris ont pensé qu'ils allaient surfer sur la vague. Qataris n'ont pas de ressources humaines, ils sont 200 000 ressortissants, si vous voulez. Et donc, ils ont vu dans les frères musulmans partout la masse démographique qui allait compenser les salafistes produits par dizaines de milliers chaque année par les universités saoudiennes. Et que ça allait permettre au Qatar de construire une sorte d'hégémonie sur l'après-révolution arabe, rétablir une sorte d'ordre frériste au Moyen-Orient, qui bénéficiait, à ce moment-là, il faut le dire, d'une sorte de benign neglect, sinon plus, des Américains. Et c'est là que les Saoudiens ont vu le danger, ce qui fait que dans la deuxième phase des révolutions arabes, vous aviez eu un antagonisme entre sunnites et chiites, Iran contre l'Arabie saoudite, avec Qatar et Saoudiens alliés pour soutenir le djihad en Syrie contre Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est plutôt l'antagonisme sunnite-sunnite. Pour les Saoudiens, il est absolument indispensable de mettre le Qatar le nez dans la poussière
et de détruire les frères musulmans, parce que c'est un enjeu de survie. On le voit du reste aujourd'hui, où les Saoudiens ont fait marche arrière sur leur soutien au djihadisme syrien, dans la mesure où un certain nombre des gens, y compris des ressortissants saoudiens qui allaient en Syrie faire le djihad, au départ encouragés par le pouvoir saoudien, à peine avaient-ils mis le pied là-bas qu'ils disaient « mort aux apostats saoudiens qui révèrent le baril de pétrole et le dollar » avant de révérer Allah l'unique, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, la gestion de la question syrienne a été enlevée au prince Bandar Ben Sultan, qui était plutôt, disons, le plus pro-djihadiste du groupe, et gérée par les membres de la famille proche du roi Abdallah, qui sont, eux, dans une logique exclusivement sécuritaire, anti-frère, si vous voulez, le djihad syrien étant perçu comme un danger avec ses répercussions en Arabie Saoudite, un peu comme il est perçu aujourd'hui en France, avec ses répercussions des retours des djihadistes syriens sur le territoire français. Mais alors quand les États-Unis débloquent cette aide militaire d'1,3 milliard d'euros par an pour l'armée égyptienne au nom de la lutte contre le terrorisme, de quel terrorisme s'agit-il quand ce sont les États-Unis et l'Égypte qui en parlent? Oui, c'est le Sinaï, cette zone qui a été et qui reste encore un enjeu phénoménal pour l'armée égyptienne à plus d'un titre. D'abord parce que c'est sur ce territoire-là que s'est bâtie, j'allais dire, la légitimité ou la grandeur aujourd'hui aux yeux de la population égyptienne de cette armée. Et ce Sinaï, qui est donc frontalier de Gaza et dans lequel l'armée égyptienne n'a pas été souveraine puisqu'elle était soumise aux conditions des accords de Camp David, et donc une partie du Sinaï était démilitarisée. À ce titre-là, l'armée égyptienne a besoin et fait de la souveraineté, de sa souveraineté sur le Sinaï, une des conditions de son existence et de sa grandeur. Alors, vous parliez de cette aide militaire, elle a été effectivement partiellement débloquée. Ce sont les hélicoptères pour l'instant seulement. Il y a une dizaine d'hélicoptères Apache qui va être livré. On voit que c'est un geste des États-Unis à l'égard, on est dans la réelle politique, comme l'a dit Gilles Kepel, l'élection du maréchal Al-Sisi ne fait quasiment aucun doute, et donc il faut préparer aujourd'hui la suite. Gilles Kepel, l'Union européenne aujourd'hui est très critiquée pour avoir accepté de superviser les opérations de vote les 26 et 27 mai prochains. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Certains vont jusqu'à dire Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, est le bras gauche du coup d'État de l'été dernier, que l'UE n'avait d'ailleurs pas condamné officiellement. Oui, ça c'est une formule amusante. Ce qui est frappant aussi, par-delà cette question, c'est le fait que l'Égypte, et ça c'est encore plus paradoxal, a bénéficié d'un énorme chèque en pétrodollars saoudiens pour aller acheter des armes à la Russie. Le maréchal Sisi, à l'époque ministre de la Défense seulement, et M. Nabil Fahmy, ministre des Affaires étrangères, sont rendus à Moscou. Et ça a même évoqué ce qui s'était passé dans l'histoire de l'Égypte autrefois, quand les États-Unis ayant refusé de financer le haut barrage du Nil, l'Égypte nassérienne a basculé complètement du côté de l'Union soviétique. Et il faut bien voir que l'aide, il y a eu un chèque, je crois, je ne sais plus, de 2 ou 3 milliards de dollars fait par les Saoudiens pour que l'armée égyptienne s'équipe en armes russes. Et de ce fait, les États-Unis sont pris par ce chantage, même si tout l'establishment militaire égyptien a été formé aux États-Unis. Mais c'est le thème aujourd'hui. Il y a un climat en Égypte ultranationaliste. Les États-Unis sont des traîtres, ils ont soutenu les frères musulmans. C'est pas faux. On a passé son temps les responsables égyptiens que j'ai vus lors des 2 voyages que j'ai fait récemment ont passé leur temps à me accuser devant moi l'Europe de ne pas avoir suffisamment soutenu le renversement de Morsi le 30 juin, etc. Mais sans avoir non plus condamné la répression, les tirs. Oui, mais le débat politique égyptien aujourd'hui n'est pas véritablement caractérisé par la nuance. C'est le moins qu'on puisse dire. Claude Guibal, tout à l'heure, Gilles Kepel évoquait le retour de l'ancien régime en Égypte. Est-ce qu'on peut vraiment dire que cet ancien régime, époque Moubarak, est de retour? À quel niveau de la société? À quel niveau de l'État?
ces foulouls, comme on les appelle, je crois, les restes? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'ancien régime, ou est-ce qu'on parle du nizam, qui est le système qui était la base de l'Égypte. C'est vrai que, et Gilles Kepel vient de rappeler cet épisode au moment du financement du haut barrage d'Assouan, on a l'impression d'assister à un bégaiement de l'histoire et que l'Égypte est en train d'achever sa rotation sur elle-même. Moi, j'ai commencé à travailler en Égypte à la fin des années 90, en 97, et c'est vrai que je retrouve à peu près tous les éléments qui se trouvaient à l'époque en Égypte. Ansar Bat el-Makdis, qui est le groupe islamiste aujourd'hui qui menace le plus l'Égypte, n'existait pas, mais ses prédécesseurs agissaient de la même sorte. On s'attaquait aux mêmes cibles. Alors les moyens étaient moindres, puisqu'aujourd'hui, on voit dans le Sinaï, Bat el-Makdis a les moyens d'abattre un hélicoptère. Avec l'armement libyen, la contrebande des armes, des pillages des arsenaux de Kadhafi, qui a aujourd'hui envahi tout le Moyen-Orient, et notamment le Sinaï. Et notamment le Sinaï, effectivement. Donc aujourd'hui, on est dans une... Si vous voulez, j'ai l'impression d'assister à la même situation avec une loupe grossissante sur certains facteurs. Et au niveau politique. Et au niveau politique. Alors, vous parliez des flouls. Ce qu'on appelle les flouls en Égypte, c'est un mot arabe qui signifie les résidus, les restes des soldats qui restent après... des soldats d'une armée défaite après une bataille. C'est comme ça qu'on a donc surnommé les anciens proches du pouvoir au moment de la Révolution. Ces gens-là n'ont pas disparu, ils étaient toujours pour la plupart en Égypte, dans l'ombre, en retrait. Beaucoup d'appareils n'ont pas été cassés. Et ce qui représente en fait l'ancien régime, c'est quoi? C'est d'abord l'armée, n'en déplaise aux Égyptiens, parce que l'armée reste la colonne vertébrale, on l'a dit, de ce pays. C'est aussi un système judiciaire dont on l'a vu notamment ces derniers jours avec ces condamnations, est un système judiciaire qui aujourd'hui bénéficie de certaines prérogatives et de certains pouvoirs qui lui sont propres et qu'il n'a pas intérêt à perdre, tout comme l'armée jouit de ses propres prérogatives. Et puis on a le système sécuritaire, les méthodes qui restent effectivement les mêmes. Effectivement, on voit réapparaître des fondamentaux. Il y a quelque chose, moi, qui pour moi n'a pas changé fondamentalement en Égypte. Il y a quelque chose, en tout cas, la chose qui a changé, c'est que l'armée reste au pouvoir, mais les Égyptiens ont le sentiment que ce n'est pas l'armée qui est au pouvoir, mais un homme. Or, quand Hosni Moubarak a perdu le pouvoir au moment de la Révolution, c'est quelque part pour avoir oublié qu'il représentait une institution, qu'il était la vitrine de l'institution militaire, et qu'il était en fait devenu un homme, vu que c'était le moment où on préparait la succession de son fils Gamal. Et ça, l'armée a su le lui rappeler. Aujourd'hui, avec le maréchal al-Sisi, on voit que ce processus de retour de l'armée en tant qu'institution revient avec ce fabuleux tour de passe-passe qui est de faire croire et de faire accepter par les Égyptiens le fait que ce n'est pas un système qui revient au pouvoir, mais un homme qu'ils ont choisi, qu'ils ont appelé et qu'ils veulent aujourd'hui, de façon très très sincère, pour la majorité des gens, qu'ils veulent absolument au pouvoir parce qu'ils pensent que c'est la seule chose qui leur permettra de revenir à l'ancien système et à l'ancien fonctionnement de ce pays. Gilles Kepel, une question de Caroline Eliachev. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose, parce que quand vous allez en Égypte, vous rencontrez des gens extrêmement instruits et cultivés, mais qu'en est-il du taux d'illettrisme en Égypte, d'une part, et est-ce que la situation des femmes a changé et dans quel sens ? Il reste très élevé, en particulier à la campagne. La situation des femmes, c'est extrêmement variable. Vous avez eu un rôle très important des femmes lors des mois qui ont suivi la place Tahrir, enfin les 18 jours du mois de janvier-février 2011, qui a ensuite s'est traduit par ces phénomènes particulièrement déplaisants de viol collectif sur la place Tahrir et ailleurs. Et là, j'ai interviewé un certain nombre de femmes, justement, qui avaient créé des associations de lutte, de défense en particulier. L'une s'appelle Tahrir Bodyguards, les gardes du corps de la place Tahrir, qui accompagnaient les femmes pour qu'elles puissent manifester sans se faire violer. Et aujourd'hui, on voit que
un certain nombre de ces jeunes se sont instruits. Ces jeunes instruits se sont plutôt déportés à l'extérieur du politique. Il y a le sentiment de déprime des révolutionnaires qui est très net. Hein. Et il faut rappeler aussi que, bien sûr, les condamnations à mort massives sont le phénomène le plus ahurissant qu'on observe, mais que quelque chose qui est peut-être encore d'une certaine manière plus significatif, c'est l'interdiction lundi du mouvement du 6 avril, qui est le mouvement laïque qui avait été l'un des ferments de la Révolution, si vous voulez. Personne n'est condamné à mort là-dedans, mais symboliquement, c'est d'une certaine manière, on siffle la fin de la Révolution. Ce sont des jeunes surtout dans ce mouvement-là. Oui, essentiellement, et des jeunes, et pour beaucoup laïcs, même si certains avaient appelé à voter Morsi. Mouvement qui va faire appel de cette interdiction, mais on siffle effectivement la fin de la société civile, quelque part, avec cette interdiction, et c'est très frappant, c'est qu'on voit que les acteurs principaux de la révolution égyptienne, qui sont les frères musulmans, les jeunes et la société civile et les médias et principalement Al Jazeera, qui est effectivement un acteur essentiel de cette révolution dans son pouvoir de mobilisation, etc. Et de sa frérisation ultérieure. Et sa frérisation, absolument. Ces trois acteurs principaux sont aujourd'hui ceux qui sont visés par le pouvoir et la justice. Les journalistes étrangers d'Al Jazeera, d'ailleurs, sont en procès aujourd'hui au Caire, avec des procès qui se déroulent dans des circonstances très difficiles pour eux. D'un côté des journalistes emprisonnés, ou en tout cas en procès, et d'un autre des télévisions privées qui sont, si j'ai bien compris, à la solde du régime, en tout cas, oui, assez largement qui diffusent une propagande. Oui, on a eu, ça a bougé, puisque au départ, donc, Al Jazeera est devenu une sorte de grande tam-tam des révolutions arabes. C'est Al Jazeera qui avait permis de voir les images de Tunisie, qui ont joué un rôle très important pour galvaniser les gens, pour les faire descendre dans la rue, disant que la chute de Moubarak était possible. Ensuite, un certain nombre de télévisions privées égyptiennes se sont lancées, qui étaient plutôt révolutionnaires, et qui ont commencé à mettre en cause le monopole d'Al Jazeera, perçu comme la voix des frères musulmans, et qui a à ce moment-là perdu son aura, y compris son aura de protection, de soft power qatari. Et puis, maintenant, effectivement, la plupart des organes de presse, ou quasiment tous les organes de presse égyptiens, chantent les louanges du maréchal Sissi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Brice Couturier. On disait tout à l'heure, les libéraux qui ont fait cette révolution, les gens du mouvement du 6 avril, sont sur la touche. Ils reprochent beaucoup aux Occidentaux, disons aux Anglo-Saxons, aux Anglais et aux Américains, d'avoir profondément sous-estimé la menace que posait à l'Égypte l'existence des frères musulmans et d'avoir soutenu ces frères musulmans. Il semble que la position de la France, en tous les cas, c'est ce que disait le prince Saoud Ben Faisal, le ministre des Affaires étrangères saoudien, de retour chez lui après avoir rencontré François Hollande. Il semble que la France soit plus ouverte, enfin en tout cas c'est ce que dit ce personnage, au régime actuel, au cours actuel des choses, que les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que la France a une possibilité, une ouverture d'intervenir plus directement en Égypte parce qu'elle a été moins complaisante à l'égard des frères musulmans? Alors, je n'étais pas, bien sûr, j'ai pas d'oreille qui traînait quand le prince Saoud El Faisal et François Hollande se sont parlé, mais la France aujourd'hui, disons, a fait preuve de beaucoup de proximité avec l'Arabie Saoudite. Le voyage de François Hollande en Arabie a été entouré d'un lustre particulier. Et vous savez, le précédent président français, lui, était plutôt proche du Qatar. Son prédécesseur, Jacques Chirac, de l'Union des Émirats Arabes Unis. Donc la roue pétrolière et gazière tourne pour la France. Et les clientèles aussi. Claude Guibal, on commence à évoquer ce scrutin des 26 et 27 mai. Je pense qu'il faut quand même en dire un mot. Scrutin verrouillé, disiez-vous tout à l'heure. Le général Al-Sisi, donc s'il est, comme vous le dites, réélu à coup sûr, élu à coup sûr, le prochain pharaon galonné, comme l'a dit un édito du Monde. La pauvreté, le chômage, la relance de l'économie, les questions sociales aussi sont les sujets auxquels il devra s'attaquer. C'est en ça que croient les Égyptiens, loin de toute autre peut-être considération plus politique. Il faut se souvenir que ce qui a mis les Égyptiens lambda dans la rue le 25 janvier 2011, c'était pas de faire tomber Hosni Moubarak. C'était des questions de justice sociale. Les gens demandaient du pain, la justice sociale, du logement, de l'éducation. À l'époque, l'économie égyptienne était plutôt florissante. Quand on regardait les indicateurs, il y avait plus de 8% de croissance. Sauf que cette
cette formidable croissance ne bénéficiait qu'à une petite coterie, une petite élite, dont la majorité de la population égyptienne était largement exclue. Et on estimait à l'époque, la Banque mondiale estimait que à peu près 40% de la population vivait avec moins de $2 par jour. Chiffre que contestaient d'ailleurs les autorités égyptiennes. C'est cette question sociale qui préexistait à la Révolution, elle existe aujourd'hui de façon encore plus criante. On assiste de la même façon qu'on y a assisté quelques temps avant la Révolution à des débuts de grève, des mouvements sociaux. La population égyptienne, elle souffre, et pas que la plus déshéritée. Tous les Égyptiens souffrent énormément du coût de la vie. La vie pour les Égyptiens depuis 3 ans est extrêmement compliqué, d'où leur volonté de revenir au système précédent. Le maréchal Sissi apparaît aujourd'hui d'abord et avant tout comme 2 choses. D'abord, celui qui est la garantie de l'aide golfiote à l'Égypte, de l'aide financière saoudienne, émirati et koweïtienne. Et ça, sans cette perfusion, c'est la catastrophe immédiate en termes égyptiens. On ne pourra plus importer quoi que ce soit. Donc ça, si vous voulez, là, je crois que c'est l'élément clé. Et l'autre élément, c'est le retour à l'ordre. Puisque à l'époque des frères musulmans, il faut bien le rappeler, pour des raisons qui tenaient à la fois à la mauvaise gestion des frères musulmans, à la perversité de certains, et aussi au fait qu'il y avait de l'instrumentalisation du chaos, l'Égypte était entrée dans une sorte de chaos civil, avec le danger à se promener, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas ressenti, moi, quoi que ce soit pendant les 2 séjours que j'ai faits au cours des dernières semaines. Et Sissi est crédité du retour à l'ordre, avec une main lourde, si vous voulez. Enfin, on peut appeler ça ordre ou désordre, mais en tout cas, il n'y a plus d'incidents dans les rues en permanence comme il y avait à l'époque Morsi. Et puis, surtout, la perspective de faire en sorte qu'il y ait de l'argent du Golfe qui arrive. Et c'est ça qui est, d'une certaine manière, qui est l'équation, qui est la base de son pouvoir, de son élection. Mais l'armée, Claude Guibal, a elle aussi beaucoup d'argent, ce qui a un poids considérable. Une autre arme, pourrait-on dire, je crois qu'après pouvoir politique, elle veut peser aussi sur le poids, sur la sphère économique. Tous ces terrains, par exemple, que l'armée a rachetés très récemment pour la construction d'1 million de logements sociaux. C'est du côté de l'armée aussi qu'on peut trouver cet argent pour que les Égyptiens demandent. Alors, le poids financier de l'armée est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de spéculations. Voilà, on dit 30%, 40% du PIB. Le fait est que l'armée est à la tête d'une énorme puissance qui est à la fois foncière, agroalimentaire, des industries, beaucoup des centres de vacances, enfin des grands hôtels, de grands complexes qui sont sur les bords de la mer Rouge appartiennent aussi à l'armée. Certaines eaux minérales que vous buvez en Égypte sont des eaux minérales exploitées par l'armée. Il y a donc comme ça toute une économie, j'allais dire, cachée. Et les Égyptiens savent que leur armée est riche. Et quand l'Égypte a connu des problèmes, notamment au moment de la crise alimentaire il y a quelques années, c'est l'armée qui a mis à la disposition de la population ces boulangeries et qui a assuré l'approvisionnement en pain. Donc pour l'Égypte, effectivement, pour les Égyptiens, l'armée, c'est peut-être ce qui peut les sauver. Ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est que quand vous parlez aux Égyptiens aujourd'hui, ce qu'ils vous disent, c'est « moi, la révolution, qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Rien, que des problèmes ». Il est 8h43, Gilles Kepel, vous vouliez dire un mot du livre que vous venez de publier chez Gallimard dans la collection Témoins. Alors, le sujet mériterait qu'on y consacre une émission entière et ce sera le cas sans doute prochainement. Vous êtes retourné dans les banlieues françaises que vous aviez parcourues pour 93 et pour Banlieue de la République. Passion française, dites-vous, une manière aussi de raconter comment l'islam se construit internationalement. En tout cas, vous y voyez un lien avec le sujet du jour. Oui, tout à fait. En fait, j'avais sur les révolutions arabes, j'avais publié un livre qui s'appelait Passion arabe, justement. La Passion française en est la suite, puisque les événements que nous sommes en train de décrire aujourd'hui en Égypte
ne sont pas complètement déconnectés de ce qui se passe dans ce monde musulman de l'exportation, d'une certaine manière, qui est la population musulmane en Europe et en France en particulier. Et ce qui est très frappant, c'est que le bouleversement de ce référentiel, on ne sait plus à quoi, si j'ose dire, à quel saint se vouer quand on est d'origine maghrébine, égyptienne. Aujourd'hui, par rapport au pays de départ, qu'est-ce qui fait la norme? Est-ce qu'elle est saoudienne? Est-ce qu'elle est qatari? Est-ce qu'elle est iranienne? Tout ça est en train de se manifester aujourd'hui en France. Vous avez par exemple la question bien sûr très importante du djihad en Syrie et de ceux qui vont revenir du djihad en Syrie, qui va être un enjeu d'ordre public absolument fondamental dans les mois qui viennent. Et vous avez aussi d'autres groupes qui, par exemple, proches de l'extrême droite, autour d'Alain Soral, soutiennent le régime de Bachar el-Assad et le camp pro-iranien. Vous voyez, donc tout ça est intrinsèquement lié et on aurait tort de dissocier les deux ordres de réalité. Passion France.